Moscou, gare Yaroslav. Même si la construction a commencé à l'autre extrémité de l'Empire, 9289 km plus à l'est, c'est ici le kilomètre zéro de la grande aventure du transsibérien, mise en route par le tsar Alexandre III en 1891. En Russie, il est aujourd'hui encore interdit de photographier les gares. Quelques images volées de ce lieu emblématique que la plupart des passagers russes ne remarquent même plus. Le départ est fixé dans 2 jours, mais en Russie, il est toujours prudent de ne rien faire au dernier moment. Ces 48 heures vont donc nous permettre une brève visite de Moscou, en commençant par une balade sur la Moskva, au pied du Kremlin, centre névralgique d'un empire qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Au pied du mur d'enceinte du Kremlin, relève de la garde, dans un style que d'aucuns pourraient trouver en rien britannique, mais ne le dites surtout pas aux moscovites, ils sont persuadés d'être les seuls au monde à faire ça. Au revers du monastère Novodievitchi, le cimetière où dorment les grands personnages de la Russie éternelle. Derniers arrivés et toujours abondamment fleuri, Boris Yeltsin, l'homme du pouvoir, et à quelques mètres seulement, l'artiste banni par ce même pouvoir, Mstislav Rostropovitch. Les plus grands de la littérature russe sont également présents, bien sûr, à commencer par Nicolas Gogol et aussi Tolstoï, veillant sur les personnages d'Anna Karénine. Gare de Kazan, à 2 pas de la gare Yaroslav. Aujourd'hui, pour cause d'horaire et de disponibilité, c'est d'ici que nous partirons. La gare est majestueuse, bien entretenue. Pour quelques roubles, on peut se reposer dans un lieu calme et confortable. Il n'y a pas un transsibérien, il y a des transsibériens. Et si tous les trains mènent à Vladivostok ou à Pékin, tous n'ont pas la renommée du premier d'entre eux, le légendaire Rossia. Mais quant à nous, c'est à bord du Sibériaque que nous allons prendre place. Le transsibérien est sans doute le seul train au monde à être doté de plantes vertes en pot, suspendues au beau milieu des ouvertures, comme si, après tout, il n'y avait rien d'intéressant à voir au dehors. Il est vrai que la banlieue de Moscou n'a pas grand-chose pour attirer le regard. Les voyageurs russes ne s'intéressent pas aux paysages. Leur passe-temps favori, les cartes. Un rituel hérité du temps pas si lointain où il était fortement déconseillé de trop parler à bord, surtout de politique. Première forêt de bouleaux, toujours guillerets avec leurs troncs éclatants, toujours pimpants, mais toujours semblables. Le début d'une litanie sans fin, comme la plaine russe. Parfois, une rivière, plus grise que bleue dans cette immensité, plus grise que verte. Première nuit lentement, très lentement tombée. À bord, le temps n'existe pas, seuls comptent les événements. Or, pour l'heure, des événements, il n'y en a pas. Les premiers passagers du transsibérien devaient trouver ce voyage particulièrement rapide. Pour nous, habitués que nous sommes à la vitesse permanente, il est déjà sans fin. Et tout de même, Ekaterinbourg. Pas encore le bout du monde, mais déjà la fin de l'Europe. À 4546 km de Paris et 1814 de Moscou, nous voici très exactement à cheval sur 2 continents. Un pied en Europe, l'autre en Asie.
Au milieu de rien, un lieu particulier qui attire les jeunes mariés venus partager les bulles doucereuses du champagne et déposer ici les rubans de la fête, porteurs de tendresse, d'amitié, d'amour, de joie, message essentiel et dérisoire adressés aux couples inconnus qui, à leur tour, aujourd'hui, demain, célébreront leur rencontre et celle de deux continents. Tout près de là, dans ces premiers kilomètres d'Asie, a été récemment érigé un mémorial aux victimes du communisme. La plupart de ces victimes ont été exécutées entre 1936 et 1938 lors des purges staliniennes. Un peu à l'écart, une modeste stèle rappelle que par millions, d'autres sont morts d'épuisement et de désespoir dans les camps du goulag. Pour les Russes d'aujourd'hui, les purges, le goulag, c'était la faute de Staline et pas celle de Lénine, qui semble, au contraire, avoir parfaitement survécu à la chute du communisme. Dans la plupart des grandes villes russes, et en particulier en Sibérie, il reste omniprésent. Pourtant, le personnage le plus important de l'histoire d'Ekaterinbourg, le voici, le tsar Nicolas II, assassiné par les bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Cela se passait ici, exactement là où s'élève aujourd'hui l'église du sang. Le tsar et sa famille avaient été enfermés dans cette maison, la villa Epatiev, appartenant à un riche commerçant. Et la décision d'exécution avait été prise par Yakov Sverdlov, celui-là même qui donnera son nom à la ville pendant plusieurs décennies. Dans la cave de la maison, l'exécution fut confiée à la police secrète bolchevique, commandée par un autre Yakov Yurovsky. Commencé 3 siècles plus tôt, le règne des Romanov s'achevait dans le sang. Au premier jour du nouveau millénaire, Nicolas II, son épouse Alexandra Fedorovna et leurs 5 enfants, Alexis, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, ont été canonisés par l'Église orthodoxe russe. À quelques kilomètres de là, au cœur d'une forêt profonde, le lieu où leurs dépouilles avaient été jetées dans un puits de mine est devenu l'objet d'un culte ininterrompu. L'histoire des Romanov était interdite pendant plusieurs années et comme ça, même aujourd'hui, les gens n'en parlent pas volontiers. Mais si on parle des gens religieux, fidèles à l'Église orthodoxe, les Romanov représentent des personnages importants. Après la canonisation des Romanov, donc comme on les considère comme des saints martyrs, c'est l'Église qui glorifie cette famille, mais pas le peuple simple. Mais quand on voit par exemple dans ce monastère des gens qui s'arrêtent devant la croix, qui la touchent, qui se signent et qui parfois sont des gens jeunes, à quoi est-ce qu'ils peuvent penser à ce moment-là? À l'histoire ou à la passion ou à l'émotion? Ah, ça c'est plutôt l'émotion. Comme ce sont des saints et tous les saints aident les gens tout simples qui marchent comme ça sur la terre, tout simplement. Donc c'est pour ça, c'est quand on fait la prière, il faut la prière comme par exemple l'icône de Saint Nicolas Miraculeux. C'est la même chose. Mais je ne pense pas qu'ils pensent à la monarchie. Donc non, pas ça. Le poids de l'histoire continue de peser sur la ville de Sverdlovsk, redevenue Ekaterinbourg. Nous avons fait le choix de voyager comme la plupart des voyageurs étrangers, peu d'étapes et des étapes forcément brèves. Ekaterinbourg aurait mérité une halte de 8 jours, nous en avons passé 2, un peu court tout de même.
À bord du Transsibérien, la campagne se substitue à la ville, le présent au passé, la nuit au jour. Nous poursuivons notre lent chemin vers l'est. La plaine est toujours aussi désespérément étale. Rien ne se passe, ou presque, hormis parfois une rencontre longuement préparée et trop brièvement vécue. C'est le cas à Omsk. Nous avons rendez-vous avec Tania, la sœur d'Olga, une jeune Sibérienne étudiante en Occident. À peine le temps de se tomber dans les bras, d'échanger les paroles convenues et les inévitables petits cadeaux, que déjà le train repart vers ses mornes immensités. Seul rituel pour venir rompre cette uniformité, les retrouvailles au wagon-restaurant. Il n'y a pas de ravioli. Comment ça s'appelle, les raviolis que vous avez mangés l'autre jour? Seuls les rares voyageurs étrangers le fréquentent. Trop cher pour les Russes qui préfèrent emporter leur propre nourriture et leur propre vodka. Et enfin, dans cette grisaille qui ne nous quitte plus, les premières images de Novosibirsk. À mi-chemin de Moscou et de Vladivostok, si Novosibirsk existe, c'est grâce au Transsibérien. La ville, qui compte aujourd'hui plus d'1,5 million d'habitants, a le bon goût de s'en souvenir grâce au musée, dans lequel les passionnés se remémorent les débuts de l'aventure, jouent au train électrique et s'émeuvent au son d'un gramophone d'origine, égrenant la nostalgie de chansons qui disent le désespoir d'une séparation sur le quai d'une gare. Le musée raconte aussi le travail, la souffrance, les peines des hommes et des femmes qui ont fait le Transsibérien. Les milliers de kilomètres de voies ont été posés dans d'extrêmes difficultés. Le tsar exigeait que la progression aille plus vite que le vent. Volontaires ou non, beaucoup se sont littéralement tués à la tâche. Ils étaient en quelque sorte les soldats du progrès. Les Russes, et surtout les Sibériens, leur en gardent une reconnaissance éternelle. Un peu à l'écart de la ville, jouxtant une petite gare en activité, un autre musée, grandeur nature celui-là. S'y côtoient des dizaines de locomotives à vapeur, diesel ou électriques et d'étranges engins bien nécessaires pendant les longs hivers sibériens. Ainsi, ce chasse-neige, datant de 1950, est capable de fendre une couche de plus de 2 mètres de neige, ou cette motrice électrique des années 60, particulièrement affectée aux interminables convois de minerais et d'hydrocarbures. Sans oublier que l'un des rôles du Transsibérien était militaire.
Un empire tel que celui-ci se devait de protéger coûte que coûte ses frontières les plus lointaines. Le pont qui enjambe l'Aube n'avait pas initialement d'autre but. Novosibirsk et son 1,5 million d'habitants ne se croient certes pas le centre du monde, mais affirment se trouver au centre exact de la Russie, et ceci très précisément à l'endroit où se dresse le clocher en bulbe de la petite chapelle Saint-Nicolas, abattue par le régime communiste et reconstruite, voilà une dizaine d'années. Mais Novosibirsk, c'est aussi le plus grand théâtre d'opéra et de ballet de toute la Russie. Un théâtre érigé place Lénine, comme de bien entendu, Lénine qui continue à dominer toutes les Russies, aujourd'hui comme hier. Départ de Novosibirsk en fin de soirée. Cap sur Irkoutsk. Notre plus longue étape, 2 nuits d'affilée à bord. Sommeil bienvenu, brièvement interrompu par l'image diffuse d'une modeste gare affichant 2h moins 10. C'est l'heure de Moscou. Ici, il est déjà presque 5 heures et le jour se lève. Première lueur boréale et à nouveau cette plaine sans fin, tout juste agrémentée de quelques mamelons. Ici et là, de rares villages dont on se demande bien de quoi ils peuvent vivre. Krasnoïarsk, 1 million d'habitants, vivant de part et d'autre de la rivière Yenisseï. Arrivé à 8 heures, heure de Moscou, 13 heures locale, nous ne ferons finalement halte qu'un quart d'heure, à peine. Le temps de ne voir ni les habitants, ni la rivière. Attention, ne jamais s'éloigner du train qui peut repartir sans prévenir. Souhaitons alors bien du plaisir à ceux qui devront ensuite retrouver leurs compagnons de voyage ou simplement leurs bagages. Le train peut aussi faire halte, sans raison apparente, dans une gare minuscule ne figurant sur aucun horaire affiché. Là encore, ne descendre sous aucun prétexte, se contenter de la vision improbable d'un troufion planqué sous l'escalier, le temps d'une bouffée de cigarette. Le voyage est ainsi, monotone et varié à la fois. Les plus curieux notent le moindre détail, les autres se rabattent sur la lecture ou le sommeil. Les jours n'ont heureusement que 23 heures, décalage horaire oblige. L'été précédent n'a guère été pluvieux, ce qui a permis d'échapper aux moustiques, mais pas aux incendies de forêt, dont la végétation printanière n'a pas encore réussi à effacer toutes les traces. Deuxième nuit à bord, deuxième morne réveil. Juste le temps de se rajuster. Bienvenue à Irkoutsk. Irkoutsk. Ici, le personnage le plus célèbre n'est pas le tsar Alexandre III, dont on vient de réinstaller la statue, mais un certain Michel Strogoff, courrier du tsar, accouru de Moscou sans jamais reprendre haleine, à cheval, en carriole, à la nage, pour prévenir les autorités locales du danger imminent d'une invasion tartare.
Une expédition aux multiples embûches en des terres immenses et inhospitalières. Oui, Michel Strogoff est le véritable héros d'Irkoutsk, et c'est bien volontiers que, parfois ici, tantôt là, les habitants vous montreront fièrement sa maison. Une maison qui bien sûr n'a jamais existé, puisque Michel Strogoff lui-même n'a jamais existé que dans l'imagination de Jules Verne. L'histoire de cette autre très belle maison de bois est en revanche bien réelle. Au milieu du XIXe siècle, elle abrita le prince Sergueï Volkonsky et son épouse Maria. En décembre 1825, le prince et quelques-uns de ses amis tentèrent un coup d'État, vite réprimé, contre le tsar Nicolas Ier. 5 de ceux qui furent dès lors appelés les décembristes furent exécutés, une centaine d'autres condamnés aux travaux forcés en Sibérie. N'obéissant qu'à leur amour, plusieurs de leurs épouses prirent librement le chemin de la Sibérie et vinrent s'installer près de la prison de leurs hommes. Parmi elles, toute jeune mariée, Maria Volkonsky. À la libération de son mari, 30 ans plus tard, ils s'installèrent ici, suivant à distance la vie du monde et apportant leur aide aux pauvres d'Irkoutsk. Mais les années de prison avaient aigri le prince Sergueï, qui mourut prématurément. Maria vécut alors un nouvel amour avec l'un des anciens décembristes déportés, l'Italien Alessandro Boggio. À sa fondation, en 1851, Irkoutsk n'était qu'une garnison de Cosaques chargée de contenir la menace des autochtones bouriates. Aujourd'hui, Russes venus d'Europe et bouriates sibériens continuent à se côtoyer sans vraiment se mélanger. Même au marché, les Russes offrent les produits d'une agriculture typiquement sédentaire, alors que les bouriates proposent les fromages issus d'une longue tradition nomade. Irkoutsk, ce sont bien sûr le souvenir des décembristes, les réminiscences de Jules Verne, les premiers visages véritablement asiatiques, mais c'est aussi, et peut-être surtout, la fenêtre ouverte sur le lac Baïkal. Кольчугостно закутались скалы, что дремлют величаво над Байкалом. И кажется, что сон их вековечен, но в очертаниях всех вершин и склонов ввысь к небу дерзновенно устремленный. À 70 km d'Irkoutsk, le lac Baïkal est le plus grand d'Asie, le plus ancien et le plus profond du monde. Un des plus purs, des plus limpides aussi. Les falaises qui le surplombent, dit la chanson, dorment d'un sommeil éternel. Qui gagnera finalement le combat de ces somptueuses montagnes enneigées et de ce lac imprévisible dont les vagues obstinées viennent à l'improviste harceler le rivage? Et le poète d'ajouter, lorsque j'aurai le cœur triste, je reviendrai sur les bords du Baïkal pour y puiser la force de la révolte. Prunelle bleue de la Sibérie, le Baïkal est désormais classé au patrimoine mondial de l'humanité. Les hommes ne se privent pas pour autant d'y prélever ce qui est sans doute le mets le plus délicieux de toute la Sibérie. Cette truite si particulière qu'on appelle omon, qu'on fait légèrement fumer et qu'on déguste encore tiède. À l'échancrure de la rivière Angara, port Baïkal. C'est d'ici que jusqu'en 1904, les passagers du transsibérien étaient transbordés sur un ferry pour gagner la rive opposée. Depuis lors, plus besoin de descendre du train pour gagner Vladivostok, mais nous obliquerons bientôt vers le sud, Oulan-Bator, la Mongolie et la Chine. Et puisque nous revoici dans notre compartiment, c'est l'occasion d'expliquer pourquoi, parfois, nos images, les vôtres aussi sans doute, si vous vous êtes trouvés à la même place, sont aussi piteuses.
c'est que malgré le printemps revenu, il est strictement interdit d'ouvrir les fenêtres dont les vitres n'ont pas été nettoyées depuis Moscou. Il ne reste plus qu'à dénicher quelques centimètres carrés un peu moins sales que les autres. Frustrant. Mais heureusement, le Baïkal est toujours là, majestueux, démesuré. 250 fois le lac Léman. Sur sa rive orientale, nous allons le suivre pendant des heures et des heures, au pied de cette majestueuse chaîne des Bargouzines que nous avions aperçue de l'autre rive, et où, jadis, les marchands d'Irkoutsk faisaient fortune en trappant la zibeline. Nous sommes aussi au pays des ours. Une mère et ses deux petits veillent d'ailleurs au bon fonctionnement de la gare d'Oulan-Oudé, là où vont se séparer le transsibérien en partance pour Vladivostok et le transmongolien qui nous amènera jusqu'en Chine. La motrice électrique a été remplacée par une locomotive diesel. Tout à l'heure, il y en aura même deux pour affronter les montagnes qui nous attendent. Et voilà, adieu le transsibérien, vive le transmongolien. La banlieue d'Oulan-Oudé n'est pas plus engageante que celle d'Irkoutsk ou de Novosibirsk, mais elle a l'avantage d'être moins étendue. Et voici déjà la paisible rivière Selenga qui descend des monts du Kanghaï pour aller se jeter dans le Baïkal. Première montagne, alternant avec de larges plaines, parsemées de quelques yourtes et parfois transpercées par un convoi routier, sorti de nulle part. Le paysage n'a plus rien à voir avec les interminables plaines russes. Plus de forêt de bouleaux, plus rien d'ailleurs, que la fumée âcre de la locomotive qui s'époumonne. À la nuit tombante, un spectacle qu'il est interdit de filmer, mais qui est parfaitement digne des plus sombres heures du mur de Berlin. Des militaires russes, comme nous ne croyons plus en voir jamais, fouilles minutieuses, chiens menaçants et patrouilles déambulant jusque sur le toit des wagons. Dantesque et ridicule. Heureusement, nous voici maintenant en Mongolie. Les yourtes agglutinées donnent au bidonville d'Oulan-Bator des allures presque guillerettes. Bienvenue au pays du grand Gengis Khan. Ultime témoignage d'un passé révolu, l'effigie de Staline sur le museau d'une locomotive garantie d'époque. Mais aujourd'hui, coincée entre Russie et Chine, la Mongolie préfère entretenir le culte de Gengis Khan, fondateur de la nation mongole et créateur d'un empire qui s'étendit à partir du XIIIe siècle du Pacifique jusqu'à la Méditerranée. Dans les années 30, Staline avait fait détruire la plupart des temples, mais le bouddhisme tibétain a survécu, d'abord en secret, puis désormais en pleine lumière. Chaque jour que Dieu fait, les Mongols de tous âges affluent au grand temple de Gandan, faisant pieusement ou allègrement tourner les moulins à prière, devisant avec les moines bon enfant, assistant aux multiples offices quotidiens, baguenaudant en famille, manifestant par une bienveillante fraternité leur allergie aux trois poisons de l'esprit que sont l'avidité, la colère et l'ignorance. Ici, la présence de touristes et de voyageurs ne semble déranger personne.
Il est vrai que, comme par miracle, l'atmosphère du lieu a tôt fait de transformer l'agité en sage et l'agitation en sagesse. S'il est un lieu où le sens originel du mot religion, religere, relier, prend tout son sens, c'est bien ici. Chacun, croyant ou non, se sent en communion avec son prochain comme avec l'univers. En toute simplicité, en toute bonhomie, un grand rafraîchissement pour le corps, le cœur et l'âme. Après la chute du communisme, la religion bouddhiste est revenue. Mais on pratiquait avant l'arrivée du communisme. Mais maintenant, de plus en plus, les gens ont liberté de croire, de choisir une religion. La plupart des Mongols sont bouddhistes. Mais comme je suis l'originaire de Mongolie centrale, un peu comme partout chez nous, ça existe encore toujours le chamanisme, la croyance locale qui est omniprésent. Et la religion communiste, elle a complètement disparu? Ah oui, c'est disparu, mais comme ça existait pendant plus de 70 ans, mais quand même l'idéologie communiste existe dans certains domaines de Mongolie, je dirais dans le domaine politique. Et déjà un nouveau départ. Mais nous sommes ici en Mongolie, pas en Russie post-communiste, et rien n'interdit plus d'utiliser sans crainte sa caméra ou son appareil photo sur le quai d'une gare. Voyageurs et touristes étrangers semblent avoir tous convergé ici. C'est vrai qu'en Russie, ils étaient naturellement répartis parmi de très nombreux trains emportant principalement des voyageurs locaux. Alors qu'entre la Sibérie, la Mongolie et la Chine, le trafic ferroviaire a toujours été plus restreint lorsqu'il n'était pas purement et simplement supprimé sur cette ligne qui n'existe d'ailleurs que depuis le milieu des années 50. Retour dans nos cabines, de plus en plus spartiates à mesure qu'on s'est écarté de l'axe principal Moscou-Vladivostok. En première classe, les deux couchettes se trouvent toujours en bas. L'échelle ne sert donc qu'à monter les bagages dans les logements longuement inspectés avant-hier par les gardes-frontières russes. Cette fois, la liberté n'a plus d'entrave. Plus de poteaux électriques ou télégraphiques sur le bord de la voie, les immensités mongoles n'en sont que plus belles. D'autant que, comme par miracle, les fenêtres de ce même wagon russe, impossible à ouvrir depuis Moscou, ont soudain été débloquées par une main mongole et compréhensive. Il nous est enfin possible de voir et de montrer le spectacle, et quel spectacle, du train et de ses deux motrices progressant en direction du désert de Gobi, au milieu de montagnes tout aussi désertiques et impressionnantes. Et soudain, arrêt surprise dans la minuscule cité du seul cosmonaute mongol, Jugderdemin Gouracha, envolé le 22 mars 1981 à bord de Soyouz 39. Même s'il avait posé le pied sur la Lune, le héros local ne s'y serait sans doute pas senti dépaysé, tant la Mongolie ressemble à une autre planète. Les rares villages eux-mêmes apparaissent et disparaissent comme autant de mirages. À Oulan-Bator, le poussiéreux wagon-restaurant russe a été remplacé par une voiture mongole aux allures de 1001 nuits. Pendant la traversée du désert du Gobi, rien, absolument rien, hormis une modeste barrière destinée à éviter la rencontre fracassante avec un chameau égaré. Et la nuit,
qui cette fois sera brève. À la frontière entre Mongolie et Chine, l'écartement des voies passe en effet de 152 à 143 cm. Il faut donc surélever un à un les wagons pour glisser un nouveau train roulant à la place de l'ancien. Opération de force et de précision à la fois, exécutée dans la presque obscurité et à laquelle nous aurons été, semble-t-il, en mai 2007, parmi les derniers à pouvoir assister, puisque désormais, les passagers doivent attendre dans un salon de la gare que cette longue substitution soit effectuée. Cette fois, nous voici en Chine. Dans moins de 5 heures, nous serons arrivés à Pékin. À la différence de la Russie, les vitres des wagons sont consciencieusement nettoyées, et dans la bonne humeur qui plus est. Le wagon-restaurant chinois a remplacé le wagon mongol. Moins raffiné, il prend des allures de simple snack. Le choix est limité, la clientèle habituée. Fonctionnaires ou militaires pour la plupart. Depuis les premiers kilomètres en territoire chinois, il nous semble que l'air est plus gris. Comme si la pollution des grandes villes parvenait déjà jusqu'ici et que la Grande Muraille, qui doit serpenter quelque part dans ces montagnes, avait jadis réussi à dissuader les envahisseurs, mais ne pouvait rien pour arrêter les fléaux d'aujourd'hui. Grande banlieue de Pékin, banale et démesurée, mais toujours parfaitement ordonnée. L'architecte des années Mao avait dû passer pas mal de temps dans l'armée. Ici, même vu du train, tout semble organisé, canalisé, mais tout de même à la bonne franquette. Les regards ne sont ni suspicieux ni agressifs, apparemment ouverts, mais après tout peut-être simplement indifférents. Bienvenue à Pékin. À notre arrivée à Pékin, nous étions encore à 433 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais déjà, les Chinois tenaient à immortaliser l'événement dans la mémoire de leur appareil photo. C'est fou d'ailleurs ce que les Chinois peuvent photographier, du moins ceux qui ont les moyens de s'offrir un appareil. Mao tient toujours le haut du pavé, mais le temps n'est plus à la révolution culturelle. Place Tiananmen, vélos et voitures font oublier tant bien que mal les chars de sinistre mémoire, mais l'engouement pour l'armée, et celle du peuple bien sûr, semble n'avoir pas fléchi. Dans le petit magasin de DVD qui jouxte la place, on projette toujours les images des grands défilés, et les acheteurs ne sont pas que des nostalgiques vieillissants. Place aux jeunes et gloire à Mao. Ralliez-vous à mon drapeau, ce n'est plus aujourd'hui un cri de guerre, mais une invitation au tourisme. Dans la cité interdite, ils sont des milliers, des centaines de milliers à vouloir tout dévorer des yeux et de la caméra. Chinois, pour leur presque totalité, venus de lointaines villes de province ou plus rarement du fin fond de la campagne. Faites que la récolte soit bonne, cette supplique inscrite au fronton d'un palais semble concerner davantage désormais les tours opérateurs que les paysans des rizières. À 80 km de Pékin, Badaling, le tronçon le plus spectaculaire, le mieux restauré, le plus visité de la Grande Muraille. C'est le passage obligé des touristes chinois comme des visiteurs étrangers, mais il faudrait pouvoir y pénétrer avant l'arrivée des premiers groupes pour échapper aux piaillements, aux rires, aux bousculades, à ce brouhaha permanent qui ne permet guère de vibrer avec cette construction humaine démesurée, dont on dit qu'elle est la seule visible depuis une station spatiale. Construite
démolie, reconstruite entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 15e siècle de notre ère, celle que les Chinois nomment plutôt la Longue Muraille, est pensée, près de 6700 km, est classée au patrimoine de l'humanité. Ce dragon de pierre, édifié par des milliers et des milliers d'hommes, symbolise à lui seul la Chine de tous les temps. À juste titre, les Chinois en sont fiers. Suggérons-leur tout de même de ne pas transformer trop vite ce site magnifique en ridicule Luna Park. La Grande Muraille n'a nul besoin de travestir ses visiteurs en petits hommes verts. À la télévision ou dans la presse, les reportages se succèdent pour relater l'explosion économique et industrielle de la Chine, la construction de gratte-ciel chaque fois un peu plus haut et la disparition programmée de la vie traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que peu à peu, l'automobile remplace le vélo et les grandes artères, les ruelles. Mais il suffit de s'éloigner un peu des grands axes pour découvrir ce qui a toujours fait le charme de Pékin, ces hutongs, ces vieux quartiers dont les visiteurs étrangers sont si friands qu'ils se bousculent en masse dans quelques venelles soigneusement conservées à leur intention, alors qu'en fait, Pékin regorge, aujourd'hui encore, de hutongs où on ne voit jamais de touristes et où les Pékinois modestes vivent en parfaite harmonie, loin des voitures et des trépidations de la vie moderne. Chaque ruelle a ses échoppes, ses artisans, ses recoins d'ombre et de lumière, où on élève quelques serins ou perroquets, comme si le temps n'existait pas. Personne ne possède de voiture, mais chacun peut recourir aux soins du dispensaire et de la pharmacie, où il sera accueilli 24 heures sur 24 par un médecin au fait de la médecine occidentale comme de la médecine chinoise, et qui lui prescrira pour une modeste somme un traitement capable de le soulager ou de le guérir. Petit détour par le marché aux puces, on y trouve de tout, en particulier des images que personne n'aurait osé exhiber voilà encore une dizaine d'années, telles ces représentations du corps humain, scientifique ou artistique, que la chasteté populaire ou le commissaire du peuple se serait empressé de faire disparaître. On y retrouve aussi Mao, sous toutes ses formes, et parfois le petit livre rouge. Mais il est devenu impossible de dénicher quelque portrait que ce soit de la bande des quatre, qui régna sur la Chine au temps pas si lointain de la révolution culturelle. Ce qui devient aujourd'hui antiquité était hier encore ustensile quotidien. Et si les clients y prêtent tant d'attention, c'est peut-être avec le pressentiment que ces objets ne seront bientôt plus, ne sont peut-être déjà plus, que les témoignages d'un passé endormi. Ce petit tour d'horizon du Pékin de jadis ne serait pas complet sans un arrêt au temple du nuage blanc, un monastère du taoïsme chinois qui fut totalement fermé et interdit au temps de la révolution culturelle, mais qui, au cours des dernières années, a vu venir à lui de nouveaux moines qui peu à peu ont fait ressurgir une tradition philosophique et religieuse vieille de 13 siècles. Équilibre du yin et du yang, du monde des désirs et de celui de la pure conscience, ce lieu permet de trouver en soi, même si on ne croit à rien, une forme
de sérénité active et bienveillante. Tout cela semblerait bien sérieux sans la cloche sur laquelle chacun jette quelques pièces avec le secret espoir de voir exaucer un vœu. Un carillon joyeux qui révèle plus qu'il ne perturbe la sérénité du lieu. La Chine, qui s'est désormais jetée corps et âme dans la compétition, la production et la consommation, saura-t-elle honorer ce passé auquel elle semble tourner délibérément le dos? Réponse dans quelques années, c'est-à-dire demain. À Pékin, le bonheur n'est pas forcément dans le pré, mais la vie est souvent dans les jardins. En ville, les familles ne disposant pas d'assez de place, les maîtres non plus d'ailleurs, pour accueillir des cours de musique, on se donne rendez-vous au parc public, à l'ombre des grands temples et palais de la capitale. Qui veut approcher l'âme chinoise doit commencer par les jardins. Toutes générations confondues, c'est là que se retrouvent les Pékinois de toujours, ceux qui ont vibré ou tremblé aux grandes heures de Mao, ceux qui ont entendu au loin les déflagrations de la place Tiananmen, et ceux qui attendent pour demain une vie un peu moins lourde à porter. Venus des campagnes du Sud, quelques voix aigrelettes chantent la reconnaissance que chacun doit à sa mère, que cette mère se nomme maman ou qu'elle se nomme patrie. Les artistes du dimanche dessinent d'un pinceau trempé dans l'eau, et donc forcément éphémère, les calligraphies que le premier souffle d'air fera s'évaporer. Ici, pas de rapport d'argent, il n'y a rien à vendre. Chacun offre ce qu'il sait et reçoit ce qu'il aime. Un peu plus loin, sur la scène improvisée délimitée par 4 bancs publics, un concert se prépare. Ténors amateurs et chœurs appliqués chantent aujourd'hui une chanson à la gloire des moines Shaolin, ancestral ordre monastique chinois, connu pour avoir marié le bouddhisme et les arts martiaux et avoir loyalement protégé les empereurs au fil des siècles. Dans les jardins du palais d'été, au bord d'un splendide étang à nénuphars, des chanteurs bien particuliers se réunissent chaque jeudi. On est bien loin ici de la rencontre et de l'interprétation spontanée,
Non, tous ces gens appartiennent à un groupe organisé et sont venus pour chanter des hymnes à la gloire de Mao, ou plus précisément, des poèmes écrits par Mao au moment de la longue marche, puis mis en musique par ses amis. Dans celui-ci, il est dit que la volonté farouche des combattants leur a permis de transformer en simples collines les hautes montagnes qu'ils devaient franchir pour sauver la Révolution. Taltsi, au beau milieu de la forêt, quelque part entre Irkoutsk et le lac Baïkal. Nous sommes ici dans un village musée où les habitants de la région se retrouvent volontiers, en particulier au retour des beaux jours. Et aujourd'hui, c'est l'avènement de l'été qu'ils sont venus fêter, tous ensemble. En tête de la joyeuse procession, une grande branche de bouleau dont les feuilles symbolisent le renouveau de la nature. Les jeunes filles, elles aussi, sont parties au cœur de la forêt pour en rapporter quelques mouchettes dont elles se sont fait une couronne. Future princesse, cela dépendra des humeurs de la rivière. Quelques représentantes du peuple bouriate sont présentes, somptueusement vêtues de leurs costumes traditionnels, mais cette fête est plutôt celle des Russes à la peau blanche. Une fête plus païenne qu'orthodoxe, qui plonge ses racines plus à l'ouest, dans les profondeurs de la Russie d'Europe, d'où étaient originaires les premiers colons, envoyés en Sibérie. C'est sans doute pourquoi cette cérémonie ne nous semble pas totalement étrangère. Elle ressemble, à s'y méprendre, à certains rituels de notre propre époque païenne et celte, des rituels qui ont perduré malgré ou sous couvert de la religion chrétienne, fête de mai ou fête de la Saint-Jean. Même les jeux ressemblent à ceux qui faisaient la joie de nos grands-parents lorsqu'ils étaient encore eux-mêmes des gosses émerveillés, participant aux fêtes de campagne. Une botte d'un côté, un chapeau de l'autre. En évitant la botte qui les menace au bout de la ficelle, les candidats de tous âges doivent tenter de s'emparer du chapeau qu'arbore le maître de cérémonie. Un jeu de toujours qui a traversé les générations et dont les gamins russes continuent de raffoler. Lorsque s'achève l'après-midi, que les femmes bouriates ont repris le chemin de leur village, que les derniers forts à bras se sont imposés au jeu de la corde, alors les convives s'engagent en cortège
sur le chemin qui mène à la rivière Angara, portant toujours en tête leurs frémissantes branches de bouleau. C'est là que va se jouer, pour l'année à venir, le destin du village et le bonheur des jeunes filles. La branche de bouleau est installée à bord d'un simple canot. 2 hommes iront la jeter au milieu du fleuve, afin que le courant porte le plus loin possible la bonne nouvelle de l'été revenu. Quant aux jeunes filles, elles offrent aux vaguelettes de l'Angara la couronne qui les a faites princesses d'un jour. Que la rivière emporte leur couronne, et les voilà sûres de rencontrer le prince charmant. Mais que la couronne revienne au rivage, et alors elles devront remettre à l'an prochain l'espoir d'un bel amour.